à tous et bienvenue au Salon de l'Agriculture. Il est 11 h et le salon bat son plein. Rapprochez-vous, on reçoit un invité de marque aujourd'hui, Guillaume Garot. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes député de Mayenne, Nouvelle Gauche. Comme quoi ça existe, la Comme Nouvelle quoi Gauche. ça existe. Hein. Voilà. Et vous êtes président du Conseil national de l'alimentation. Alors première question, qu'est-ce que c'est? Le Conseil national de l'alimentation, c'est en fait le Parlement de l'alimentation. Ça veut dire que c'est une instance qui réunit tous les acteurs de l'alimentation, des producteurs jusqu'aux consommateurs, en passant par les ONG environnementales, évidemment tous les représentants de la filière alimentaire. Et ça nous permet de travailler ensemble et de faire des propositions communes pour améliorer toujours l'alimentation dans un pays comme le nôtre. Qu'est-ce qui vous a nommé? C'est le précédent gouvernement. D'accord, de Manuel Valls, enfin, François Hollande et Manuel Valls. Voilà, c'est ça. Et ça dure combien de temps votre mandat de 5 président? ans. D'accord. Et il faut savoir cuisiner pour être président national du Conseil de l'alimentation? Mais comment le savez-vous? Je sais pas, je vous demande. Vous savez cuisiner donc? Alors j'ai passé le test et j'ai réussi à faire cuire l'œuf à la coque. Ah, c'est tout ce que vous savez faire? Non, c'était le premier test, mais il y en a eu beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous aujourd'hui. Conseil national de l'alimentation, pour expliquer aux jeunes, il y a des règles à respecter. 5 fruits et légumes par jour, c'est vrai. Oui. C'est vrai. Vous les respectez, vous? Oui, bah, j'essaye en tout cas. Je m'y efforce. Oui. Et C'est-à-dire que le matin au petit déjeuner, paf, comme ce matin, une banane avant de partir. C'est D'accord. plein d'énergie. C'est pour ça que vous avez meilleure mine que moi. On va faire une interview bon, pas bon des territoires selon vous, d'accord? Bon, pas bon. Bon, pas bon. Vous Bon, classez bon, pas bon. Alors, un hamburger au McDonald's, est-ce que c'est bon ou pas bon? Pas trop souvent. Donc c'est bon. D'une fois de temps en temps. Ok, la bouillabaisse, est-ce que c'est bon ou pas bon? Ah, c'est bon, ouais. La fricadelle, c'est bon ou pas bon? La quoi? Fricadelle, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Fricadelle. Ouais, c'est dans le nord. Ah, c'est dans le nord. Alors c'est très bon. Est-ce que c'est bon une tourte mayonnaise? C'est excellent. Je ne connais pas. Vous êtes connaissez de pas? Ah, mais la prochaine fois, je vous en amène. Très bien. L'abattage rituel, je voulais qu'on en parle quand même, Oui. un peu plus sérieusement. L'abattage rituel, beaucoup de monde dit que c'est dangereux, qu'il faut faire attention, que c'est pas les règles françaises. Vous en pensez quoi, vous, Guillaume Garot? C'est pas une question de règles françaises ou pas. C'est les règles qu'on doit aujourd'hui mettre en œuvre dans un pays comme le nôtre. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Conseil national de l'alimentation que je préside abrite ce qu'on appelle le comité d'éthique en abattoir pour définir ce que sera l'abattoir du 21e siècle et donc toutes les règles aujourd'hui d'abattage. Donc nous discutons actuellement avec les représentants des cultes Oui. pour qu'on puisse mieux articuler l'abattage rituel dans les règles d'abattage qui ont en vigueur aujourd'hui en France. Et c'est justement par le dialogue, par l'échange qu'on va arriver à des solutions partagées. Et la règle des abattoirs en général, on voit beaucoup de vidéos en ce moment qui disent que les bêtes sont maltraitées. Ça, vous en sachez aussi un petit peu ou pas au Conseil de l'alimentation? Oui, c'est pour ça qu'on a été saisi, pour ça qu'on veut travailler sur cette technique en abattoir. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il y a des pratiques qui sont absolument condamnables, et elles existent, c'est vrai, qu'il faudrait dire que c'est partout pareil dans les abattoirs. Ce n'est pas vrai. Donc, ce qu'il faut, c'est trouver des règles éthiques, d'une façon générale, qu'elles puissent ensuite s'appliquer dans tous les abattoirs de France. C'est là-dessus qu'on travaille. On a reçu il y a quelques jours Jean-François Copé. On lui parlait du Nutella. Il nous dit que c'est à proscrire absolument. Vous êtes d'accord avec lui? Le Nutella? Ouais. Mais non, là encore, c'est le Nutella, si on en mange une fois de temps en temps, ça va, il n'y a pas de problème. Ce qu'il faut, c'est avoir un bon équilibre alimentaire sur la semaine. Mais il n'y a pas que l'alimentation, il y a aussi l'activité physique. Donc il faut se connaître un peu soi-même. Et puis surtout, ce qu'il faut, c'est donner à chacun la bonne information. Ça, c'est essentiel. Et puis, à partir de là, savoir quels repères on transmet. C'est l'éducation à l'alimentation. Et ça aussi, moi, j'y tiens beaucoup. Vous avez aussi beaucoup travaillé sur le gaspillage alimentaire. C'est-à-dire qu'on gaspille énormément en France. Ah ben, énormément. C'est quoi les chiffres à peu près? Les chiffres. Vous comme moi, chaque année, on jette de 20 à 30 kilos de nourriture à la poubelle. Ah ouais? C'est énorme. Et sur ces 20 à 30 kilos, il y en a 7 kilos qui sont toujours emballés. Vous vous rendez compte? 7 kilos. Énorme. Donc, à l'échelle maintenant de la planète, aujourd'hui, on jette un tiers de ce qu'on produit. Un tiers de la production alimentaire totale termine à la poubelle. Alors, dans les pays du Nord comme dans les pays en voie de développement, bien sûr. Donc, à la fois à la consommation, comme c'est le cas chez nous, autant qu'à la production dans les pays en voie de développement. Mais ça veut dire que si on veut demain nourrir 9 milliards d'individus sur Terre, on est 7 milliards aujourd'hui. Bien sûr qu'il faut commencer par ne pas gaspiller si on veut que chacun demain puisse avoir accès à l'alimentation. Il y a un problème avec la valeur de l'alimentation, non? On la respecte de moins en moins. Ça coûte de plus en plus cher, on respecte de moins en moins les gens qui veulent acheter, qui veulent manger, et on gaspille énormément. Alors, c'est pas vrai que ça coûte de plus en plus cher.
Bon, alors pas tout, Parce peut-être que pas tous les regardez, produits. ouais, pas tous les produits, parce que regardez sur les 5 dernières années, on a constaté une diminution des prix juste sur l'alimentation. Alors, on ne s'en rend pas compte parce que c'est pas beaucoup à chaque fois, Oui. mais il y a plutôt une tendance déflationniste. Ce qu'il faut aujourd'hui, vous avez raison, c'est redonner sa valeur à l'alimentation. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faudra demain payer largement plus cher notre alimentation, parce que ça voudrait dire que les consommateurs, ils verraient leur pouvoir d'achat diminuer d'autant. Donc il faut être très attention, il faut faire très attention. Il faut à la fois mieux rémunérer le producteur, on est tous d'accord là-dessus, mais La grande distribution a un jeu de jeu ou pas? il faut que la grande distribution et l'ensemble des industriels au milieu de la transformation jouent le jeu. Et pour ça, il faut qu'il y ait de la transparence sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, sur les résultats économiques de chacun. Voilà, ça c'est essentiel. Vous êtes au Salon de l'Agriculture pour ça, pour parler de ça, rencontrer les agriculteurs et les producteurs aussi. Il y a beaucoup de bruit parce qu'il y a une manifestation juste à côté contre le Mercosur notamment. Bref, c'est une semaine qui va être très très remplie. Les agriculteurs, parlons-en. Vous les connaissez, vous? Moi, je suis fils d'agriculteur. Vous êtes fils d'agriculteur? Oui, petit-fils d'agriculteur aussi. Vous auriez pu être agriculteur vous-même? J'ai jamais eu la vocation d'être agriculteur, mais j'ai évidemment un infini respect pour les agriculteurs parce que j'en viens, tout simplement. C'est ma famille, c'est aussi une éducation, des valeurs. Voilà, donc je comprends d'autant mieux le monde agricole que j'en sors. Alors justement, moi, ça fait 5-6 ans que je vais au Salon de l'Agriculture et depuis 5-6 ans, j'ai l'impression que c'est tout le temps la crise, qu'on n'en sort jamais. Vous avez été ministre de l'agroalimentaire dans le gouvernement de François Hollande. Est-ce que vous avez cette même impression, on ne sort jamais de la crise dans l'agriculture française? Mais on est dans une mutation. Et donc, une mutation, on n'en sort pas du jour au lendemain. Et ce qui est important, c'est de maîtriser les évolutions en cours. Quand moi, je me bats contre le gaspillage alimentaire, c'est aussi une autre façon d'envisager la production et la consommation. C'est produire autrement, mais c'est aussi consommer autrement. C'est ça qui est très important. Et une mutation, c'est ça. On passe d'un monde à l'autre. Comment on fait pour que demain, nos agriculteurs ils puissent tout simplement avoir un revenu digne pour vivre? Ça, c'est la première question. Mais comment on fait aussi du point de vue des consommateurs pour retrouver confiance dans notre alimentation? Parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On entend toute la journée, on est bombardé d'informations dans tous les sens pour nous dire attention, si vous mangez ça, vous serez malade. Si vous mangez ça, vous attrapez le cancer. Si c'est ça, ce sera des maladies cardiovasculaires. Toute la journée, hein, on est d'accord. Oui, complètement. Ouais. Donc, les gens se disent vis-à-vis de leur assiette, mais moi, j'ai plus confiance. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc, ça veut dire qu'il y a un immense travail à faire aujourd'hui pour qu'on recrée ce lien de confiance entre les Français et leur assiette, entre les citoyens et leur alimentation. C'est ça, moi, ce que j'essaie de faire au Conseil national de l'alimentation. Par exemple, on travaille aujourd'hui sur un sujet essentiel. Qu'est-ce que c'est qu'une alimentation favorable à la santé? Oui. Ça, c'est redoutablement important. Donc, on travaille là-dessus. Et moi, ce que je souhaite, c'est que dans la prochaine loi là, dont on va discuter, on ait des engagements très clairs, mais derrière, que l'ensemble des filières s'engagent aussi. Mais justement, c'est important de parler de lien de confiance pour les consommateurs, mais le lien de confiance pour les agriculteurs aussi. Il n'existe plus ce lien de confiance. On ne leur fait pas beaucoup de cadeaux en fait. Comme vous dites, ils ont des salaires très bas. Oui. On leur dit qu'il faut utiliser d'autres produits parce que c'est dangereux pour les hommes, les femmes. Vous en pensez quoi par exemple, des pesticides? Vous en pensez quoi? Est-ce qu'il faut les utiliser? Est-ce qu'il faut en sortir? Est-ce qu'il faut sortir tout de suite ou attendre? Est-ce qu'il faut attendre que l'Europe se prononce? C'est quoi votre position, vous qui avez été ministre? Il ne faut pas attendre que l'Europe se prononce. Il faut aussi, c'est le rôle de la France, montrer la voie. Hein, c'est très important. Sur les pesticides, il faudra les diminuer de façon drastique et si possible en sortir. Hein, sur le glyphosate, par exemple. Ouais. C'est un débat qui agite vraiment le monde agricole. C'est un débat symbolique, c'est un emblème aujourd'hui. Mais quand on parle de ça avec les agriculteurs, ils disent qu'on ne les écoute pas sur ces sujets-là. Mais il faut évidemment les écouter, ça c'est très important. Le gouvernement a dit on sort dans 3 ans. Bon, mais ce qu'il faut, c'est voir comment on peut remplacer. Si on n'utilise plus de pesticides, alors quelle agriculture on devient? Et ça, c'est très important et ça devient même passionnant parce que ça veut dire qu'il faudra changer les pratiques, changer les façons de faire, bien évidemment. Et ça, c'est possible, c'est à notre portée. Parce qu'on ne peut plus rester à l'agriculture d'hier, qui était une agriculture hyper intensive, hyper productiviste, parce que ça mène, d'abord, ça ne mène pas au revenu pour les agriculteurs, ça on en est sûr. Et ça ne mène pas non plus à la confiance dans l'alimentation. Parce que si nos aliments continuent
à être bourré de pesticides, d'insecticides, on sait ensuite les difficultés que ça posera pour la santé et même évidemment pour l'environnement. C'est plus soutenable tout ça. Donc il faut changer de modèle et c'est à ça qu'il faut s'employer aujourd'hui. Hier, on recevait sur ce canapé l'ambassadeur espagnol Fernando Cabrera Soler qui utilise et qui exploite les champs agricoles en Espagne différemment qu'en France. Il nous parlait de l'Europe. Il disait qu'il faut que l'Europe s'entende. Est-ce que vous avez l'impression que l'Europe n'écoute plus les pays dans leur globalité et que tout le monde s'affronte, tous les pays européens s'affrontent les uns les autres? Mais l'Europe, notamment sur le glyphosate, vous parlez du glyphosate, la politique agricole commune. L'Europe, il ne faut pas attendre que tout vienne de l'Europe ou au contraire considérer que toutes nos difficultés viennent de l'Europe. Ce qu'il faut, c'est que la France, sa voix, elle porte au sein de l'Europe. Et il faut construire, c'est comme ça que ça fonctionne l'Europe, des majorités au plan européen. Ça veut dire qu'il faut convaincre d'autres pays de faire chemin avec nous pour qu'on change les choses. Là, en l'occurrence, on change de modèle agricole. C'est essentiel. Et vraiment, je vous assure, là-dessus, la France, elle a des atouts à faire valoir. Parce qu'on a un très grand pays agricole, parce qu'on est reconnu pour ça, parce que nos produits, ils sont reconnus, enviés dans le monde entier. On est le pays de l'excellence alimentaire. Ben pour ça, pour maintenir ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on change, nous, nos façons de faire pour être toujours au rendez-vous des attentes des consommateurs sur la santé, sur l'environnement, pour qu'on soit mieux rassuré, sûr de ce qu'il y a dans notre assiette. On va faire un exercice, ça s'appelle recycler ou pas recycler. Je vais vous donner des petites choses et vous me dites si vous les gardez ou vous les gardez pas. D'accord. On prend, on jette, c'est ça? Voilà, exactement. D'accord. Projet de loi agriculture et alimentation. On prend ou on jette? Il va falloir qu'on améliore surtout. Je le prends, mais je le transforme pour ne pas le jeter. Et les ordonnances? Lesquelles? Pour ce projet de loi, Alors, il y en a une partie, mais il y a plus grave. C'est ce qui est fait en ce moment sur la SNCF. Moi, je ne comprends pas qu'on ait des ordonnances pour traiter du problème de la SNCF et de son avenir. On a des ordonnances partout, en fait. Là, mais vous avez eu ça? Ouais. Ben, moi, ça me choque. Ça me choque parce que c'est une drôle de conception du pouvoir, quand même. On a l'impression qu'il y a un président, un gouvernement qui veulent concentrer les pouvoirs, décider très vite, sans prendre le temps de discuter, de débattre avec le Parlement d'abord, les parlementaires. Ils servent à quoi aujourd'hui les parlementaires? Justement, on sert à quoi? Non mais on vous laisse les clés puis on revient dans 5 ans. Mais c'est pas ça ma conception de la démocratie, moi. Et c'est la même chose avec ce qu'on appelle les corps intermédiaires, vous savez, les organisations syndicales, les associations, tous ceux qui représentent un courant d'opinion dans le pays. On ne peut pas se passer d'eux. On ne peut pas faire comme si on fait semblant de discuter pour ensuite décider tout seul, à la va-vite, dans son coin. Ça, c'est pas possible, c'est pas moderne. Le nouveau monde, ça ne peut pas être les pratiques les plus archaïques d'un point de vue démocratique. Moi, je pense que l'avenir démocratique du pays, ça ne peut pas être la technocratie, ça ne peut pas être la concentration des pouvoirs. Donc, ça, moi, je ne serais jamais partant pour ça. Donc, un projet d'alimentation, mais on écoute. Vous avez rencontré Stéphane Travert récemment, là, ici? Je vais le rencontrer cet après-midi. Bon, on sera là, on viendra vous voir. Le projet d'enfouissement des déchets nucléaires à Bure, c'est dur à dire pour moi. Oui. Est-ce qu'on garde ou on ne garde pas? On recycle? Je préférais qu'on ne garde pas. Je vais vous dire, la Mayenne, ça avait été... Je suis élu de la Mayenne, ouais. Il y a bien longtemps, il y avait eu ce même projet que celui qu'on a à Bure aujourd'hui, à Izé, dans une commune de la Mayenne, pour enfouir les déchets. Mais quand on enfouit ces déchets nucléaires pour des centaines de milliers d'années, quelque part, ça veut dire qu'on veut les oublier. Et on ne peut pas imposer ça aux générations futures. Donc on a l'obligation de traiter et on a l'obligation de trouver des solutions. Et les solutions, ça ne peut pas être l'enfouissement. Donc moi, je suis pour d'autres voies de la recherche. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut reprendre le projet. Donc on jette. Le mandat de François Hollande? On va le garder. Je suis solidaire, bien évidemment. Même si, il y a plein de choses à dire dessus. Hein. Il y a, voilà, il y a. C'est quoi votre plus gros regret, vous? Pardon? Votre plus gros regret? Mon plus grand regret, je pense qu'on s'est un peu fourvoyé sans doute sur la déchéance de nationalité à l'époque, parce que ça a créé un trouble immense et une cassure sans doute. Mais je reconnais que la période n'était pas facile. On était en pleine période d'attentat. Voilà, bon, ça n'a pas été bien mené, mais ça, je jette là. Ce petit bout-là, je le jette. Et vous gardez le reste? Ben, le reste, on est là pour en discuter, mais il ne faut jamais oublier qu'on a fait quand même on a fait avancer des sujets, beaucoup même. Le lait Lactalis? Ah bah, Lactalis. Ça joue chaud, là. Alors, les boîtes où il y avait de la salmonelle, et encore, il faudrait les repérer, parce qu'il y avait la salmonelle à l'extérieur. Il n'y en avait pas nécessairement dans les produits. Donc celles-là, on ne les garde pas. Elles ont d'ailleurs été retirées des rayons. Donc ça, on jette. Pour le reste, ça reste une grande entreprise, Lactalis, et moi je souhaite que
ils améliorent largement leur façon d'informer, leur façon de communiquer sur ce qu'ils font, Bien sûr. et qu'ils soient toujours au top de la qualité des produits qu'on attend. Dernier élément qu'on garde ou qu'on jette, les chasses présidentielles. Vous avez présidé le domaine national de Chambord. Qu'est-ce qu'on fait avec ces chasses présidentielles? On les garde ou pas? Mais le président veut que ça redevienne des chasses présidentielles. Ça ne l'était pas hein, jusqu'à présent. C'était des chasses à Chambord. Voilà. Mais il faudra toujours des chasses. Vous savez pourquoi? Parce qu'à Chambord, c'est un domaine clos. Et donc, il faut nécessairement réguler les populations d'animaux sauvages, les sangliers, les cerfs. Voilà. On donc, garde ou on garde pas? Si c'est chasse présidentielle, on ne garde pas. Si c'est les chasses, ben, il faut bien les garder parce qu'on en a besoin. Donc finalement, Emmanuel Macron pourra les chasser, mais incognito, quoi. En gros, c'est ça. Voilà. Ah, un dernier, je ne l'avais pas vu. Moins de parlementaires. On parlait tout à l'heure du rôle des parlementaires. Ouais. Là, il y a 80 députés qui ont signé un texte en disant qu'il fallait moins de parlementaires. Vous en pensez quoi? Pourquoi il faudrait moins? En quoi ce serait un progrès? En quoi ce serait un progrès d'avoir moins de parlementaires? Parce que moins de parlementaires, ça veut dire que dans vos départements, vous n'avez plus la faculté d'aller voir facilement votre député. Hein, ça veut dire ça. Donc, est-ce que c'est une avancée pour la démocratie? Est-ce que c'est un progrès pour nos démocraties? Moi, j'en suis pas sûr. Donc, qu'il faille revoir les choses, on est d'accord toujours. Moi, je suis toujours prêt. Mais ce qu'il faut, c'est que nos députés soient bien ancrés sur le terrain et surtout aujourd'hui, qu'on écoute la voix des parlementaires. Et j'ai le sentiment, avec ce qui se passe en ce moment, avec les ordonnances, on en parlait, qu'on se fiche un peu de leur voix, un peu trop souvent même. Guillaume Garot, pour terminer l'interview, je vais me permettre de vous tutoyer. C'est la question qui tue, ça vous dérange pas? Non. Je peux vous appeler Guillaume? Je peux t'appeler Guillaume? Je peux t'appeler Alex? Avec plaisir. Guillaume, est-ce que ça ne te manque pas d'être ministre? Pardon? Ça ne te manque pas d'être ministre? Ah non, je suis très heureux comme député. Ouais? Ouais, c'est vrai. On te propose demain un poste dans le gouvernement, tu dis non? On dit que tu pourras vraiment agir, vraiment. C'est pas à l'ordre du jour. C'est pas non mais franchement, c'est pas à l'ordre du jour. Ouais. Enfin, j'ai pas entendu ça. Et puis, être membre d'un gouvernement, ça veut dire adhérer à l'orientation politique de ce gouvernement. Et même si moi j'ai voté la confiance au gouvernement d'Édouard Philippe après avoir été réélu député, moi je suis socialiste. Ouais. On n'était pas nombreux à voter la confiance parmi les socialistes. Même si j'ai voté la confiance, aujourd'hui, moi je dis qu'on n'est pas au rendez-vous de ce que les Français attendaient. Je sens beaucoup de déception aujourd'hui, beaucoup de scepticisme, et pas simplement dans le monde agricole. Pourquoi? Parce que l'orientation qui est prise, elle est très libérale hein, aujourd'hui sur le plan économique. Et sur le plan démocratique, elle est parfois préoccupante. On le voit aujourd'hui avec les ordonnances. Ouais. Donc moi, je ne me reconnais pas dans ces orientations politiques-là. Et donc, être membre d'un gouvernement, ministre dans ces conditions-là, ça n'aurait pas beaucoup de sens. Tu es plutôt Travers ou Hulot? Je suis Garot. Ah, c'est bien. Ça veut dire que je suis moi-même. D'accord. Mais tu devais choisir entre l'un ou l'autre. Mais non, mais j'ai pas à choisir entre l'un et l'autre. Nicolas Hulot n'est pas venu au salon. Oui, mais c'est un même gouvernement. C'est une même orientation politique. Donc moi, je suis là pour dire quand ça va bien, très bien, je le dis. Il y a des choses qui sont très utiles, qui ont été faites, et tant mieux. Lorsque, par exemple, on vote une loi pour moraliser, comme on dit, la vie politique, moi je l'ai voté, bien évidemment. Lorsqu'il faut soutenir la diminution d'élèves par classe dans les zones d'éducation prioritaire, ça aussi, je soutiens. En revanche, il y a des sujets sur lesquels je ne peux pas être d'accord. Les ordonnances travail, je n'étais pas d'accord. Et là, sur le projet de loi agriculture et alimentation, je dis, peut mieux faire. Donc, on va être là. Moi, je suis un parlementaire pour enrichir, pour corriger, pour améliorer autant qu'il est possible, ce texte qui nous est proposé. L'esprit de synthèse, François Hollande. Voilà. C'est pas mal. C'est Guillaume Garot. Guillaume Garot, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Guillaume Garot. Pour terminer l'interview, on continue, on va rester un peu ensemble après. Et il y a une poule. On a amené une poule. Ah, super. Parce qu'on sait que vous aimez le salon de l'agriculture et on fait toujours une photo avec notre invité. Donc là, on va faire une photo avec la poule. Jean-Claude nous rejoint. On peut applaudir Jean-Claude, s'il vous plaît. Applaudissez Jean-Claude qui est là. Merci Jean-Claude. Alors voilà, c'est... Voilà. Ah super, ouais. Une photo. C'est comment elle s'appelle la poule, Jean-Claude? Alors c'est une poule de race poule soie, parce que son plumage ressemble à des poils. D'accord. C'est de la poule de compétition, hein? Oui, originaire de Chine et Japon. Ah oui, poule soie. Oui. D'accord. On donne des noms aux poules ou pas? En général, non, c'est pas comme pour les vaches ou les chiens, parce qu'il y en a un certain nombre, et en général, on ne donne pas des noms, mais ça se fait quand même. Bon, on va l'appeler Guillaume. Voilà, comme ça. On va prendre une photo. Quelqu'un un selfie? Ouais, selfie avec... oui. Allez, un selfie.
Ça marche. Bon, vous savez quoi? Envoyez le micro-terroir, on se retrouve après. Envoyez le micro-terroir. Bon. Monsieur Le Cornu, toujours à l'heure. Toujours à l'heure. À la différence du président de la République, quand même. Ah mais il est toujours à l'heure. Il est arrivé en retard samedi, là. C'est normal parce qu'il reste toujours très longtemps. Ça fait du bien d'avoir des gens qui prennent leur temps. Et dans le sud-ouest, normalement, on boit mieux et plus vite. Mais là, c'est normal, on commence gentiment. Voilà. On vient profiter du salon d'agriculture pour la convivialité, le partage, manger. Bon, On a un troisième micro. Voilà, ça fait du bien. Les cerises des Tsatsou, elles sont tendres, tendres, tendres comme nos premiers baisers. Quand je t'aidais à descendre les branches du cerisier. Oui. On fait des indécis du siècle vert. Guillaume Garot, vous êtes resté avec nous, c'est très gentil. Nous a rejoint avec nous Florian Breton. Florian Breton. Mais je le savais, mais je l'ai oublié. Florian Breton, vous travaillez, vous, pour une société qui s'appelle Mimosa et qui vient en aide aux agriculteurs par une sorte de crowdfunding. Même pas une sorte, c'est du crowdfunding. En fait, Mimosa est la première plateforme de financement participatif exclusivement dédiée à l'agriculture et à l'alimentation. Donc c'est une société que j'ai lancée il y a tout juste 3 ans. Et la petite anecdote, c'est que j'avais rencontré Guillaume Garot lorsqu'il était encore au gouvernement, donc il y a un peu plus de 3 ans, ici même au Salon de l'Agriculture. Et nous avions parlé de ce sujet qui était encore un petit peu confidentiel et non lancé. Donc Mimosa existe depuis 3 ans. En l'espace de 3 ans, on a déjà accompagné plus de 1200 projets en France et en Belgique sur des projets d'installation, à peu près 30% d'activité. Principalement tout de même des projets de développement d'activité, d'acquisition de foncier, de cheptel, etc. Et ce qui est révolutionnaire, c'est que cette année, en ce début d'année, on a 2 grandes innovations. La première, c'est qu'on se lance dans le prêt participatif également pour permettre à des agriculteurs ce coup-ci d'emprunter simplement et rapidement auprès du grand public qui trouve un intérêt de placement d'épargne avec des intérêts compris entre 2, 3 et 4%. Donc plus attractif limite que la plupart, un bon nombre de placements d'aujourd'hui. S'il fallait placer là dans l'agriculture, il faudrait mettre ça où en ce moment? À peu près dans toutes les filières. Nous, on n'est pas. Bien évidemment que dans cette nouvelle activité de crédit, on a une lourde responsabilité aussi qui est de financer sans fragiliser. Donc, pour un emprunteur, c'est très important pour nous de bien évaluer les risques dans son intérêt. Mais sinon, on a de très très beaux projets dans les 6 premiers projets qu'on accompagne. La Ferme France est bien représentée puisqu'on a un projet, par exemple, d'élevage laitier. Projet de no tourisme dans le vin. Une boutique de producteurs, par exemple, à Paris, qui s'appelle La Cigogne. Donc, une belle diversité de projets. Ça, c'est important de soutenir les agriculteurs qui, pour la plupart, gagnent très mal leur vie, enfin très peu leur vie pour le travail qu'ils fournissent. Est-ce que vous, en tant que ministre de l'agroalimentaire, sur le salon de l'agriculture, vous voyez beaucoup d'agriculteurs qui sont en demande de fonds financiers? Oui, bien sûr, mais l'accès au financement, c'est vrai pour toutes les entreprises de France et c'est toujours un petit peu compliqué. Mais moi, je me rends pas compte, par exemple, quand on va voir la banque. On n'appelle pas simplement le Crédit Agricole en disant bonjour monsieur le banquier, j'ai besoin de 100 000, 200 000 euros. Ça ne se fait pas comme ça. Et ce qui était très intéressant dans la démarche de Florian et de Mimosa, c'est que ça proposait des compléments de financement pour des projets qui avaient du mal justement à se financer auprès des banques classiques. Et ça, c'est formidable parce que ça a permis à des projets d'éclore, de se développer et donc aujourd'hui de créer des emplois et puis de s'ancrer dans un territoire. Et ça, le grand talent de Florian, ça a été de détecter ce besoin-là dans l'agriculture et dans l'alimentation. Et aujourd'hui, je pense que voilà, pignon sur rue, au salon, tout va bien. Stand, je l'ai vu. Mimosa, vous avez ainsi quelque chose? On peut venir voir ce que vous faites? Comment Bien sûr, on a un très très beau stand en effet dans un ensemble qu'on appelle la Ferme Digitale, qui est une association que j'ai cofondée, que je co-préside, qui regroupe aujourd'hui les principales startups dédiées au monde agricole qu'on appelle donc l'AgTech. Et donc vous avez ici 18 startups exposantes, dont Mimosa. Fait figure de plus grands stands avec de très belles ampoules et je vous invite donc à venir rencontrer nos équipes. Parce que l'agriculture peut être moderne. Exactement, tout à fait. Collaborative et moderne. Peut être, mais parmi les secteurs économiques de France, c'est sans doute un des secteurs les plus innovants. Mais c'est vrai qu'on ne le voit pas assez. Mais il y a plein d'innovations autour du numérique en particulier. Vous savez, allez, moi je vous emmène avec moi en Mayenne. Ah non, mais dites pas ça parce que je viens. Pardon? Je viens, ne dites pas ça, je viens. Alors franchement, on ira le faire dans le département de la Mayenne, chez moi, et vous verrez des jeunes agriculteurs qui sont hyper innovants sur le plan numérique et sur le plan des nouvelles pratiques agricoles. C'est passionnant.
Nous, on aime bien rappeler justement que c'est un berceau d'innovation millénaire, que les agriculteurs ont toujours fait preuve de grande capacité d'adaptation et qu'aujourd'hui, 85% des agriculteurs utilisent Internet et que 65% d'entre eux utilisent leur smartphone au titre de leur activité professionnelle. On ne parle pas de s'envoyer des SMS entre potes, mais vraiment au titre de leur activité professionnelle. Et c'est formidable. Et aujourd'hui, ces usages, en tout cas, apportent une vraie proposition de valeur et répondent à des besoins réels. On n'est pas en train de créer des besoins, mais vraiment d'y répondre. Et c'est ce qui fait aussi le succès des AgTech aujourd'hui en France et de Mimosa. Merci beaucoup, Florian. Avec grand plaisir. Mimosa, merci de votre donc invitation. allez voir ce que c'est. Guillaume Garot, merci beaucoup d'être venu. Merci, monsieur Darmon. Et puis, on viendra vous voir en Mayenne. Eh ben, ok, Franchement, ça marche. l'invitation est prise, on viendra. Merci à vous d'avoir été avec nous. Abonnez-vous sur YouTube, aux Indécis, sur Twitter, Facebook. Et puis surtout, venez au Salon de l'Agriculture. C'est jusqu'à dimanche, c'est important de rencontrer, d'échanger, de vivre. C'est la vie. C'est beau. Oui, je sais, je suis beau. Merci à tous et à demain avec d'autres invités. Bye. Merci. Merci à vous.